On va plonger aujourd'hui dans l'histoire incroyable d'Atari. C'est une saga de 50 ans, l'histoire d'un nom qui a à lui seul défini toute une industrie avant de s'effondrer de manière spectaculaire pour ensuite renaître de ses cendres d'une façon vraiment très étrange. Alors, quel est le rapport entre les fondateurs d'Apple, le plus grand crash de l'histoire du jeu vidéo, et même la naissance de la musique électronique? Eh bien, la réponse, aussi folle soit-elle, se trouve dans l'histoire d'une seule et même entreprise. C'est une histoire pleine de rebondissements. Pour comprendre tout ça, il faut remonter le temps, revenir au tout début, à la naissance de cette icône, avec son nom si particulier et sa philosophie unique. Rien que le nom, Atari. Ça vient du jeu de Go, c'est l'équivalent de dire échec aux échecs. Le fondateur, Nolan Bushnell, cherchait un nom qui sonne un peu japonais, et Atari, c'était juste parfait pour l'esprit de compétition qu'il voulait insuffler. Et sa philosophie tenait en une phrase, la simplicité avant tout. C'est une leçon qu'il a apprise après l'échec de son tout premier jeu, qui était beaucoup trop compliqué. Cette idée, simple et compréhensible tout de suite, ça va devenir le secret de leur succès monumental. Et le succès a été fulgurant, vraiment. En à peine 5 ans, Atari passe d'un seul jeu d'arcade, le fameux Pong, à une domination quasi totale du marché des consoles de salon, avec sa machine révolutionnaire, l'Atari VCS. Il y a une anecdote qui résume tout. La toute première machine Pong, installée dans un bar, eh bien, elle est tombée en panne dès le premier jour. Pourquoi ? Tout simplement parce que le réceptacle à pièces était tellement plein qu'il débordait. La demande était juste dingue, sans précédent. Et voilà une des connexions les plus fascinantes de l'histoire de la tech. C'est chez Atari qu'un certain Steve Jobs a été embauché, et c'est lui qui a fait venir son ami Steve Wozniak pour bosser sur l'un des jeux les plus iconiques de la boîte, Breakout. Oui, les fondateurs d'Apple ont fait leur gamme chez Atari. Pour financer leurs ambitions, notamment la fameuse console VCS, Atari se fait racheter par Warner pour 28 millions de dollars. Et ça, c'est le point de bascule. Cet argent va nourrir leur âge d'or, mais il va aussi créer un choc des cultures terrible entre les hippies créatifs d'Atari et les costards cravates de Warner, avec des conséquences majeures un peu plus tard. Et justement, cet âge d'or, financé à grands coups de millions par une grosse corpo, eh bien il ne va pas durer. Il va même mener tout droit à un tournant absolument dramatique, pas seulement pour Atari, mais pour toute l'industrie du jeu vidéo. En fait, le divertissement à la maison était en train de changer. D'un côté, il y avait les consoles, de plus en plus vues comme de simples jouets, et de l'autre, les ordinateurs personnels, vendus comme des outils pour l'éducation des enfants. Pour les parents, le choix était vite fait. Et là, c'est la tempête parfaite. Le marché est inondé de jeux de mauvaise qualité, bâclés, sans aucune originalité. Le public commence à se lasser, les ordinateurs deviennent de plus en plus attractifs. Résultat, le marché s'effondre complètement en 1983. Et Atari est pile à l'épicentre du séisme. Alors qu'Atari semble chaos, complètement fini, il se passe un truc de fou. L'entreprise est rachetée en 1984 par Jack Tramiel. C'est le fondateur de Commodore, le grand rival. Et lui, il a une vision radicalement différente pour la marque. Sa devise, c'était « la puissance sans le prix ». Et ce n'était pas juste un slogan, c'était une vraie promesse. Offrir au grand public des ordinateurs aussi puissants que ceux de la concurrence, notamment Apple, mais pour une fraction de leur coût. Et sa stratégie, on la voit parfaitement ici. L'Atari ST, pour environ 600 $, offrait la même quantité de RAM qu'un Apple Macintosh, mais avec un écran couleur, ce que le Mac, qui coûtait 3 fois plus cher, n'avait pas. C'était ultra agressif. La machine était tellement compétitive face à Apple que la presse lui a trouvé un surnom génial, le Jackintosh. Un mélange de Jack pour Jack Tramiel et Macintosh. Le surnom parfait pour résumer cette nouvelle philosophie. Défier les géants, avec du matos puissant et des prix cassés. Mais le plus fou dans l'histoire de l'Atari ST, c'est que son impact le plus durable, son plus grand héritage, eh bien il n'a quasiment rien à voir avec l'informatique grand public ou le jeu vidéo. Il vient d'un détail que beaucoup n'ont même pas remarqué, ses ports MIDI. Grâce à ces ports MIDI intégrés, n'importe quel musicien pouvait brancher ses claviers et ses synthés directement sur l'ordinateur. Ça a complètement démocratisé la production musicale. D'un coup, on pouvait avoir un vrai studio d'enregistrement à la maison pour un prix abordable. Une révolution. Et l'impact a été immense. La liste des artistes qui ont adopté l'Atari ST est juste vertigineuse. On y trouve Depeche Mode, Fatboy Slim, Jean-Michel Jarre et même Madonna. De la pop à la techno, en passant par le rap français avec IAM ou la variété avec Jean-Jacques Goldman, il était absolument partout. Mais voilà, malgré cet immense succès dans le monde de la musique, Atari n'a jamais réussi à s'imposer face à la concurrence féroce du PC. L'entreprise va alors tenter un dernier pari, un peu désespéré, un grand retour sur le marché des consoles de jeux.
Et les dernières années, c'est vraiment le chaos. Le pari de la console Jaguar, en 1993, est un échec cuisant. Après ça, le nom Atari est vendu, puis revendu. Il passe d'un fabricant de disques durs à Hasbro pour une bouchée de pain, puis à l'éditeur français Infogrames. Atari, l'innovateur, n'existe plus. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise qui a inventé Pong et l'Atari ST, elle, a disparu depuis bien longtemps. Pourtant, le nom, la marque, le logo iconique, tout ça continue de vivre principalement comme un puissant symbole de nostalgie sur des t-shirts et des compilations de vieux jeux. Finalement, toute cette histoire nous laisse avec une question. C'est quoi Atari aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore une entreprise ? Est-ce que c'est juste le souvenir d'une époque dorée ? Ou simplement l'un des logos les plus reconnaissables au monde ? La réponse finalement, c'est sans doute un peu des trois à la fois.